traiter de l'investissement locatif. Alors, ce qui est génial avec Stéphane, vous l'avez l'habitude de le voir sur BFM, Stéphane, il va au fond des choses, il creuse et il donne des exemples très concrets. Donc, vous allez aussi pouvoir, dans un deuxième temps, poser toutes vos questions. Vous savez, je vous apprends rien, il y a eu beaucoup de bouleversements, j'allais dire cataclysmiques presque, sur la location, pour plein de raisons, avec un écosystème qui est changeant, qui a été un petit peu bouleversé aussi par une volonté des pouvoirs publics de réguler un petit peu tout ça. Et on va voir ça en direct avec Stéphane. Alors, merci encore, Stéphane. Alors, on ne présente plus Stéphane, mais dis-nous 2 mots sur toi quand même. Oui, bien sûr. Donc, depuis 1987 dans l'immobilier, donc ça ne nous rajeunit pas. Donc, j'ai commencé comme négociateur classique dans l'immobilier. J'ai développé un réseau d'agences immobilières ensuite en franchise à l'époque, au début des années 90, dans toute la France. Donc, ce qui m'a permis de me balader partout en France et donc de bien connaître le marché français. Je suis pas uniquement parisien, mais j'ai fait le tour de France pendant 7 ans avec ce réseau. Donc, je connais bien le marché français. Et Quel puis, j'ai réseau surtout, dont tu parles, c'était agence Stéphane? numéro 1 à l'époque. C'était D'accord, agence d'accord, numéro 1 d'accord, à l'époque, d'accord, qui avait d'accord. fusionné ensuite avec Corpi, mais qui était le premier réseau en franchise à l'époque. On avait même Oui, démarré avant Century 21. oui. Et donc, ensuite, surtout, j'ai développé pendant 25 ans un réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs, où là, on travaillait effectivement essentiellement donc des stratégies pour les investisseurs en locatif, donc dans le neuf et dans l'ancien. Voilà, donc là, transaction, location, gestion, puisqu'on était aussi gestionnaire, on louait, gérait les biens qu'on vendait à nos clients. Donc voilà, donc j'ai une expérience aussi bien sur la transaction, la location, la gestion, et puis depuis 12 ans, j'anime effectivement une chronique mensuelle ou bimensuelle sur BFM Business et sur d'autres médias, Radio Imo, Le Figaro Télé, etc. Mais enfin, mon rendez-vous régulier, il est effectivement sur BFM Business depuis 12 ans. Et je suis prof également en école immobilière, à l'école subtertiaire et à l'ESI. Je démarre cette année à l'ESI, l'école de la FNAIM, donc où j'ai essentiellement des bachelors et des masters. Et depuis 2 ans, je me consacre à 100% à la formation des agents immobiliers et des gestionnaires, des administrateurs de biens sur la problématique investisseur, comment capter les ventes investisseurs, comment développer son portefeuille de vente et de mandat de gestion investisseur. Et ça, maintenant, ça m'occupe tout mon temps. Je suis 100% là-dessus avec les cours que je donne dans les écoles immobilières. Donc, vous avez vu un parcours vraiment rondement mené, une très belle expérience et surtout, et c'est ce qui nous plaît chez Stéphane, une soif de partager, une soif de faire progresser tout le monde, de faire progresser la profession. C'est un petit point de conjoncture sur le marché en général. Bon, pour 2025, enfin 2024, on a quand même encore beaucoup souffert, bien sûr, avec des taux qui ont commencé à baisser, mais qui restaient quand même hauts. Enfin, en tout cas, début 2024, ils ont baissé tout le long de 2024. Donc, ce qu'on peut espérer, ce qu'on peut prévoir pour l'année 2025, c'est une stabilité des taux. Il ne faut pas s'imaginer, enfin, je pense pas qu'il faille espérer une baisse des taux encore, parce que les événements internationaux, etc., font que, bon, on peut avoir des contraintes. Donc, n'espérons pas une baisse des taux. Je pense qu'on aura une stabilité des taux, mais bon, sur une moyenne qui est quand même plutôt basse quand on regarde les 20 dernières années. Il faut oublier les périodes des emprunts à 1%, à moins de 1%. Ça, c'est terminé. Je ne pense pas qu'on le reverra un jour. Donc, les taux, on peut espérer une stabilité sur les taux et je pense également sur les prix. Faut pas, je pense qu'on n'aura pas de baisse des prix sur 2025. Je pense qu'on va stabiliser les prix à peu près partout, y compris sur les villes qui avaient le plus baissé, comme Paris, Lyon, Bordeaux. Je pense qu'on va avoir une stabilité cette année. Mais bon, il y a des villes qui ont quand même beaucoup souffert, Lyon notamment, qui a perdu quasiment 20% de prix, donc c'était quand même douloureux. Mais là, je pense qu'avec des taux stabilisés et puis un état d'esprit des acheteurs qui est quand même un peu meilleur, malgré les événements internationaux également, je pense on peut espérer une stabilité des prix également, ce qui est quand même toujours meilleur si on a des taux stables, parce que quand on a toutes les périodes où les prix étaient en baisse,
selon le bon vieux dicton, c'est compliqué de rattraper un couteau qui tombe. Parce qu'on peut se blesser, donc ça peut faire peur effectivement d'acheter dans un marché baissier. Là, on a un marché qui est stable, donc je pense que ça va remettre un petit peu du baume au cœur aux acheteurs, effectivement, enfin en tout cas qu'ils auront moins d'appréhension à rentrer sur un marché qui est stable au lieu d'être un marché baissier. Donc voilà, ça je pense que c'est un petit peu quand même dans l'état d'esprit, dans le spirit aujourd'hui des acheteurs. Donc voilà, et puis on n'est pas dans un emballement non plus, dans une reprise franche et massive. Donc les vendeurs vont rester aussi, je pense, raisonnables. Donc on devrait arriver à mettre plus de gens en face d'une offre qui est à peu près raisonnable, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les faits marquants qui nous attendent? Donc déjà les bonnes nouvelles. Donc on a, tout le monde l'a vu, je pense, un PTZ qui a été amélioré. Enfin en tout cas aujourd'hui on pourra réaliser pour du PTZ, des prêts PTZ pour les acheteurs de résidence principale. Donc sur toute la France, hein, c'était uniquement réservé aux zones tendues. Donc là, ça va ramener beaucoup d'acheteurs, je pense. On aura tous les détails au 1er avril, donc dans quelques jours maintenant. Alors a priori, ça sera à périmètre constant, donc peut-être que les périmètres de budget est constant. Donc comme il y aura plus de secteurs, on peut s'attendre aussi à des enveloppes peut-être moins importantes. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça va ramener de la fluidité au marché. Ça va surtout libérer des logements pour des primo-accédants qui ne quittaient pas leur logement locatif, donc ce qui amenait aussi une pénurie supplémentaire à la pénurie déjà qu'on connaissait. Donc voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça va fluidifier un petit peu le marché. Ceux qui sont sur les ventes de résidence principale, regardez quand même la nouvelle donne du PTZ parce que ça va ramener des gens qui ne pouvaient pas acheter, et donc ça va resolvabiliser des ménages modestes, des jeunes actifs notamment. Donc sur le PTZ, donc ça c'est une bonne nouvelle et donc en toute la France, y compris sur les maisons individuelles. Bon, tout ça, ça va plutôt dans le bon sens. Donc on a également, donc là il faut, pour ceux qui ne font pas de neuf, peut-être parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, regarder quand même les opportunités dans le neuf parce que les prix sont vraiment fracassés. Il y a vraiment des opérations à des prix qui sont vraiment quand même stupéfiants. Il y a des secteurs où les prix du neuf sont à peine plus élevés que ceux de l'ancien en moyenne. Et quand on considère que il n'y a pas de frais de notaire, les frais de notaire sont offerts la plupart du temps, il y a des offres aujourd'hui quand même sur le neuf qui sont assez énormes. Donc pour ceux qui ne regardent pas forcément le neuf sur leur secteur, regardez quand même les offres parce qu'il y a quand même, alors doublé au PTZ. Pour ceux qui ont accès au PTZ et qui veulent acheter dans le neuf leur résidence principale, on a vraiment des opportunités quand même assez saisissantes qui fait que c'est plus intéressant pour certains acheteurs avec le PTZ d'acheter dans le neuf que dans l'ancien. Bon, ça, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est un point positif. Donc, autre point positif, donc vous l'avez vu passer, je pense, on va pouvoir, enfin on peut, puisque ça c'est acté, donc on va pouvoir faire une donation jusqu'à 300 000 euros pour donc les acquéreurs d'un bien neuf ou d'un bien ancien qui va être rénové, sous condition de rénovation thermique, etc. Enfin voilà, il faut sortir une passoire de sa condition de passoire thermique. Donc tous les travaux de rénovation aussi sont concernés par ces donations. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que voilà. Comme vous le savez, on pouvait donner jusqu'à 100 000 euros par parent, par enfant. Là, si on peut donc maintenant donner jusqu'à 300 000 euros. Donc c'est quand même vraiment important. Et donc pour peu, bien sûr, que ces sommes soient consacrées à l'achat d'un logement neuf ou d'un logement ancien avec une grosse rénovation. Et ça concerne là pour le coup la résidence principale et y compris un investissement locatif. Hein, ça peut concerner, ça n'a pas été bien capté par tout le monde, je pense. Ça marche aussi si on fait un investissement locatif, mais il faut simplement que cet investissement locatif soit destiné à un locataire qui va en faire sa résidence principale. Hein, mais voilà, donc ça fonctionne. Alors bon, c'est réservé effectivement à des gens qui ont déjà une certaine fortune, hein, bien entendu. Mais voilà, on a tendance à croire, à penser que
les frais de donation, enfin les frais de succession ou de donation, qui sont la même chose, donc sont peu taxés en France de parents-enfants. C'est une fausse idée, hein, parce qu'effectivement, ils sont peu taxés jusqu'à 100 000 euros, mais au-delà de 100 000 euros, on évite à plus de 20%, enfin à partir de 15 000 euros, au-delà des 100 000 euros, jusqu'à 15 000 euros, on est à peine à 5, 10, 15%, mais à partir de 15 000 euros, donc plus de 115 000 euros, on est déjà à 20%. Et à plus de 550 000 euros, on est à 30% de taxes. Hein, donc c'est quand même très important. Et notamment, si on donne plus de 200, 300 000 euros, on est déjà dans les 20% de taxes, de taux applicables, donc de frais de donation. Donc là, on les fait sauter. Donc c'est quand même là des économies considérables qu'on peut faire pour les gens qui veulent transmettre, notamment avec cette opportunité donc de pouvoir donner jusqu'à 300 000 euros donc en donation pour acheter du neuf ou de l'ancien rénové, que ce soit à titre de résidence principale ou de locatif. Hein, encore une fois, ça fonctionne aussi si on fait une donation pour réaliser un investissement locatif. Il faut juste que le locataire dans cet investissement ce soit sa résidence principale. Mais ça fonctionne aussi. Ça, il y a assez peu d'observateurs l'ont souligné. Ça fonctionne aussi pour la résidence principale en investissement locatif. Alors Stéphane, il y a un autre élément, c'est évidemment ce qu'on appelait les frais de notaire, donc Oui, bien DMTO. sûr. Une Oui, actualité brûlante là-dessus, tu peux nous en dire un mot? oui, bien sûr. Bon, bah voilà. Donc ça, on l'a vu venir. Puisque donc le gouvernement a laissé la possibilité aux départements donc d'augmenter les frais de notaire de 0,5%. Bon, quasiment tous ont sauté sur l'occasion, hein, à Paris, à Bordeaux, à Montpellier, enfin à peu près tous les départements. Donc on saisit cette occasion. Donc bon, là on est dans le cas d'école, enfin on est effectivement sur un cas d'école est tout à fait symptomatique du problème français. Tout est fait depuis 7 ans pour que l'immobilier, pour que les Français se détournent de l'immobilier. Ça fonctionne. Il y a beaucoup moins de transactions, il y a beaucoup moins de ventes, donc ça fait un manque à gagner pour l'État, pour les collectivités locales, surtout pour les départements, puisqu'on est passé de plus d'1 million de ventes à peine 750 000 l'année dernière. Donc, plutôt que de relancer la machine et les ventes, on augmente les taxes pour compenser la baisse qu'on a nous-mêmes créée, enfin, que le gouvernement Toujours a de créée. manière provisoire, évidemment, hein, au Oui, bien départ. sûr, c'est provisoire, ouais, comme la CSG, hein, qui était Voilà. provisoire aussi, hein, voilà, c'était provisoire. Ça a commencé à 0,5% et c'était provisoire, hein, la CSG. Aujourd'hui, les prélèvements sociaux, on est à 17,2, mais c'est plus tellement provisoire. Hein, donc, bon, bref, ça, on a l'habitude. Oui. Donc, bon, voilà. Hein, donc, on va pas faire de politique, mais enfin, bon. Donc, vous voyez sur ce tableau, donc, effectivement, les frais de succession, donc, hein, où on pense à tort, effectivement, que de parents à enfants, on est peu taxé, que ce soit en succession ou en donation, puisque ce sont les mêmes barèmes. Bon, on voit qu'on a une franchise de 100 000 euros, effectivement, hein, par parent, par enfant, mais qu'ensuite, effectivement, les taux augmentent très vite. Au-delà de 15 000 euros, on est déjà à 20%. Au-delà de 550 000, on est à 30%. Donc voilà, donc, de pouvoir donner jusqu'à 300 000, ça fait quand même une économie substantielle, hein, de l'ordre de plus de près de pour plus de 200 000 euros en plus, hein, à 20%, ça fait de l'ordre de plus de 40 000 euros quand même de frais de succession, de donation, donc on fait sauter, donc c'est quand même intéressant. Hein, mais bon, c'est réservé bien sûr à des gens qui disposent déjà, hein, de certains moyens. Mais enfin bon, on n'a pas tant de bonnes nouvelles que ça ou d'incitations favorables, donc on prend celle-ci. On prend celle-ci. Bon, c'est toujours pour les gens qui ont quand même une surface financière importante, ça peut déclencher effectivement des ventes ou en tout cas l'organisation de la succession pour certains clients. Donc c'est quand même pas mal. Alors ensuite, donc alors quelque chose qui a fait un peu de bruit, donc qui vient pour contrer en fin de compte les locations type Airbnb, donc pour la location de courte durée. Donc la loi Lemeur de la députée Lemeur et puis co-signée par un député également du Pays Basque dont j'ai oublié le nom, enfin peu importe.
Donc la loi Le Meur, donc ça, bon, bah, c'est acté, c'est entériné. Donc la loi anti-location courte durée. Donc qu'est-ce qui change? Donc ce qui change, c'est que quand on loue sa résidence principale, attention, hein, il s'agit uniquement de sa résidence principale. Donc les mairies auront la possibilité de faire passer donc les 120 jours qu'on connaît à 90 jours. Donc, ça sera le choix des mairies donc de restreindre à 90 jours donc la possibilité qu'on a de louer CRP en Airbnb, en location de courte durée. Bon, là, pareil, hein, tous les maires vont sauter dessus quasiment. À Paris, c'est fait, c'est 90 jours maintenant. Donc, à la discrétion de la mairie, mais enfin, on sait bien comment ça va se passer. Bon. Donc, voilà, ça, c'est entériné. Et encore une fois, hein, c'est uniquement sa résidence principale. Hein. Il ne s'agit pas pour une résidence secondaire, etc. Ça ne fonctionne pas. C'est uniquement pour sa résidence principale. Donc voilà pour ça. Deuxième chose, vous l'avez vu aussi, l'abattement pour ceux qui ne fonctionnent pas au réel, hein, avec les amortissements, donc qui était à l'abattement. Donc on avait droit à un abattement en location courte durée, soit de 50% ou de 71% pour les meublés classés de tourisme. Donc tout ça disparaît et est ramené à 30%. Donc on a maintenant un abattement à 30%, donc comme le microfoncier, c'est calqué sur le microfoncier, et plafonné à 15 000 euros comme le microfoncier. Donc on est sur les mêmes chiffres que le microfoncier, donc 30% d'abattement avec un plafond de 15 000 euros. Donc si on dépasse ces plafonds, bien sûr, on est automatiquement au réel. Donc bon, réel qui a aussi quand même beaucoup d'avantages, on va en reparler tout à l'heure. On est d'accord. Donc voilà, donc les abattements, c'est beaucoup moins intéressant, notamment pour les gens qui ont plus d'intérêt d'emprunt, peu de charges, qui étaient plutôt à l'abattement. Bon, c'est terminé, c'est beaucoup moins intéressant. Donc il y aura ensuite la création d'un fichier national, donc on sera un peu plus fliqué encore. Pour l'instant, il fallait se déclarer uniquement à sa mairie, mais donc maintenant, il faudra se déclarer, il y aura un fichier national, donc on verra quelle forme il prend. Ça, de toute façon, bon, c'est pas bien, on voit pas trop à quoi ils veulent en venir avec ça, mais enfin bon, là, on y va. Alors, en revanche, un paramètre qui va vraiment faire bouger les choses là, et qui va exclure des milliers, certainement des dizaines de milliers de biens du parc de location saisonnière et Airbnb, c'est la possibilité qu'auront les copropriétés d'interdire le Airbnb dans l'immeuble. Donc, notamment lors des assemblées générales des copropriétaires. Ça existait déjà, mais il fallait l'unanimité des votes, donc il fallait 100% des votes des copropriétaires pour interdire la location Airbnb. Alors, il faut quand même que l'immeuble soit classé comme immeuble bourgeois. Là, habitation bourgeoise, oui. Voilà, mais bon, enfin ça c'est l'essentiel des immeubles aujourd'hui, sont classés comme bourgeois entre guillemets, donc d'occupation bourgeoise. Mais donc, si l'immeuble est classé immeuble bourgeois et que il y a un vote des copropriétaires, donc il suffira des 2/3 des votes des copropriétaires pour interdire la location Airbnb dans l'immeuble. Et les 2/3, nul ne doute qu'ils seront facilement obtenus. Parce que quand c'était l'unanimité, bah, bien entendu, celui qui louait en Airbnb, bah, il disait non, moi, je ne veux pas voter, vu que moi, j'exploite un Airbnb. Donc, bien entendu, ça n'aboutissait jamais. Là, au vote des 2/3, c'est clair que ça va exclure des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de biens du parc Airbnb et location saisonnière. Parce que, globalement, les copropriétaires, ça les emmerde plutôt d'avoir des Airbnb dans l'immeuble. Ça fait du bruit, c'est des jeunes qui font la fête, ça arrive à n'importe quelle heure, ça fait la nouba jusqu'à pas d'heure, ça se lève en pleine nuit pour aller prendre les trains, les avions, enfin ça emmerde tout le monde dans un immeuble. Donc nul ne doute que les 2/3, ils vont les obtenir facilement. Voilà, hein, donc là on peut imaginer que, enfin c'est pas on peut imaginer, ça va exclure effectivement des milliers de biens du parc locatif, donc voilà, y compris dans des secteurs qui n'interdisent pas le Airbnb. Hein. Il y a des villes, notamment comme Nice, qui n'interdisent pas, qui sont pourtant des villes, des métropoles, mais qui n'interdisent pas aujourd'hui le Airbnb, avec donc cette possibilité offerte aux copros de l'interdire dans l'immeuble. Voilà, hein, là ça aura un impact, c'est sûr. Donc voilà.
Ça, c'est une chose. Et Il puis, y a aussi les dernière passoires chose, thermiques, oui. voilà, les passoires thermiques seront également exclus des locations saisonnières. Bon, là, on a le temps, hein, parce qu'a priori, ce serait pour 2034. Donc, là, on a le temps. C'est pas pour l'immédiat, mais enfin, la tendance aussi est donnée. Alors là, on imagine, enfin, ça implique tellement de choses. Enfin, on imagine comment imaginer la ferme en pierre dans le Jura, avec sa cheminée. On va la faire passer en BBC, mais c'est absurde. Ou la bergerie en Corse, on va mettre du double vitrage et du chauffage électrique. Enfin, c'est absurde. Donc, bon, on verra comment c'est appliqué. Ça semble quand même difficilement applicable, notamment pour des locations un peu typiques, enfin, en tout cas, un petit peu de charme. Oui. Donc, bon, on verra comment c'est appliqué, mais enfin, la tendance est donnée aussi là-dessus. On verra les implications pour la suite. Donc, alors sinon, dans quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, dont beaucoup se sont émus, moi le premier sur BFM Business, donc lors de mon passage du mois dernier, c'est donc pour le meublé la réintégration des amortissements pour le calcul de la plus-value. Donc ça, par contre, ça, c'est, t'as plus les slides là, Olivier, non? Si on les D'accord. repartage, on les repartage. Ok. Donc ça, c'est un mauvais coup. Enfin, ça, c'est une mauvaise nouvelle, hein. On va pas se mentir. C'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, on l'a vu venir, on l'attendait depuis un moment. C'est vrai qu'il y avait une anomalie en quelque sorte, puisqu'on était traité comme une entreprise avec la possibilité d'amortir. On était traité comme une entreprise pendant son exploitation en meublé, au réel, mais on était traité comme un particulier à la sortie avec la plus-value classique du particulier. Donc c'était un merveilleux paradoxe. Donc on savait que c'était dans le collimateur. Tout le monde a bien compris que l'État avait besoin d'argent. Donc c'est terminé. Donc maintenant, il y aura une reprise des amortissements. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on a amorti va être déduit de son prix de revient pour le calcul de sa plus-value. Donc, alors, déjà, les notaires qui sont chargés de récupérer la plus-value sont en PLS, comme je dis là. Les notaires, j'ai échangé avec pas mal de notaires qui s'arrachent les cheveux, pour ceux qui en ont. Ils s'arrachent les cheveux parce que ça va être d'une complexité invraisemblable. Parce que ce qui est, là, pour le coup, difficile, c'est que ça concerne y compris le passé. C'est-à-dire qu'on peut changer l'avenir, on peut imaginer, on aurait pu comprendre que l'État nous dise, bah voilà, à partir de 2025, tous vos amortissements passés fiscalement seront déduits de votre plus-value. Mais là, on change aussi le passé. C'est-à-dire que c'est rétroactif. C'est-à-dire les gens qui amortissent depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui vendent là cette année, on va donc les taxer beaucoup plus lourdement, enfin plus lourdement, donc sur la plus-value. Donc on change aussi le passé, hein, ce qui est assez difficile à encaisser. Donc le côté rétroactif s'est remis en cause. Enfin, en tout cas, il y aura des recours au Conseil d'État, Conseil constitutionnel, de la part de juristes, de fiscalistes, par rapport à cette notion de rétroactivité. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, il y a déjà, j'en connais, des fiscalistes qui vont poser cette question-là de rétroactivité, donc pour essayer de la casser. Donc on verra comment ça se passe. Pour l'instant, ça a été voté comme ça. Donc bon, voilà. Donc on va faire un petit calcul hein, pour que tout le monde comprenne bien. Alors déjà, c'est pas, on est honnête, on est entre nous, on est entre professionnels. Donc c'est pas si méchant que ça. C'est pas si méchant que ça. Pour différentes raisons. Déjà, vous le savez, on n'amortit pas la totalité de la valeur d'un bien immobilier. Quand on fait du meublé, ou d'ailleurs en meublé ou en SCI, à l'IS, c'est pareil, on n'amortit pas la totalité de la valeur de son bien immobilier. Il faut enlever la part du foncier, la part représentant la valeur du foncier, qui ne s'amortit pas, puisque un terrain ne perd pas de valeur, il ne se déprécie pas, il ne se dévalue pas dans le temps.
Donc, il faut enlever la valeur du foncier. Or, dans le passé, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on mettait des valeurs de foncier la plus faible possible. En gros, moi, quand j'ai commencé dans le métier il y a 30 ans, on nous disait, enfin, ce qui était accepté, c'était, bon, la valeur du foncier, c'est 10% en province, 20% à Paris. Bon, bah, ça, c'est terminé. C'est plus du tout accepté. Il y a eu plein de redressements. Les valeurs de foncier aussi faibles, c'est plus du tout accepté. Aujourd'hui, ce qui est accepté globalement, c'est 20% dans les petites villes, à la campagne, 30% de valeur de foncier, 30% dans les villes moyennes et les métropoles moyennes, et 40% de valeur de foncier à Paris ou Lyon-Presqu'île ou Bordeaux-Quinconce, enfin, les secteurs les plus chers des grandes métropoles ou Paris intramuros, c'est plutôt 40% de valeur de foncier. Donc déjà, le foncier, on ne l'amortit pas. Donc on n'est pas concerné par la reprise des plus-values de l'amortissement sur le foncier. Donc ça fait une base taxable qui sera moins importante. Mais également, il y a aussi une notion qui est importante, alors qui est un peu technique, hein, donc j'espère que tout le monde va suivre, mais je pourrais répondre aux questions tout à l'heure. Tu peux me remettre la slide, non, Et alors, Olivier, là, c'est ça, c'est le problème qu'on avait tout à l'heure. C'est ça qui nous cause un souci. Hein. Ouais. C'est la taxe, elle est trop lourde en fait. C'est pour ça que je Bon, t'avais c'est pas demandé grave, de sur la la plus-value, partager, la la plus-value, c'est partager pas grave si en, tu peux ouais, ouais, revenir juste sur la slide de la, du, du document euh, avec, je l'ai là, je te la du partage. Mais c'est ça, document. c'est ça qui nous plante. C'est pour ça que je voulais la traiter en D'accord. Bon, solo c'est pas grave. parce qu'elle est un peu C'est lourde. Mais c'est pas grave. on va la voir. C'est pas Elle va grave. s'afficher là dans une seconde. Voilà, elle est là. Elle est là. Voilà. Voilà, donc surtout, ce qui est voilà, surtout ce qui est important, c'est que en fin de compte, bon là c'est un peu technique, donc pardonnez-moi, mais bon on est entre professionnels, donc on va essayer quand même Mais c'est de ça qui est bien. intéressant justement, c'est Ah, d'aller au fond des choses. Il y a ouais, beaucoup. bien sûr. En fait, on est dans un contexte compliqué, mais si on Ouais, s'entoure de pros, et Stéphane connaît bien son tout à fait, sujet, on peut tout à fait. arriver quand même à sortir la tête de l'eau, on va dire comme ça. Mm. Voilà. Oui, tout à fait. Donc surtout, ce qui est bien important de comprendre, c'est que c'est les amortissements qu'on fait, notamment en meublé. En fin de compte, les premières années, on va très peu mordre dans ces amortissements, entre guillemets, surtout si on a un financement 100%. Parce que ce qui va passer déjà en charge, c'est les intérêts d'emprunt, donc d'où l'importance de tout emprunter, c'est les intérêts d'emprunt, c'est les frais de notaire aussi, les frais d'acquisition qu'on peut passer en charge aussi la première année où on Assurance, enfin, achète un tout ce bien. qui n'est pas l'argent en fait que vous empruntez. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Donc, on peut passer toutes ces charges qui viennent en déduction de ces loyers. Donc, en définitive, les premières années, les 5-6 premières années, si on a un financement 100% et si on a acheté pour louer en meublé à l'amortissement, donc si on a des frais d'acquisition aussi à déduire, les 5-6 premières années, on va très peu mordre, on va très peu les utiliser, en fin de compte, les amortissements. On va les passer, mais on va les stocker en réserve. Et cette réserve va donc servir à éponger les futurs revenus BIC meublés lorsqu'on sera en positif. Mais on ne les a pas imputés en fin de compte. Et surtout, ce qui est important, c'est que là, on a eu la réponse de l'administration fiscale. Tous les amortissements qui ont été passés mais stockés en réserve ne seront pas à réintégrer dans le calcul de la plus-value. Ouais. Donc, ça va être beaucoup moins que ce qu'on peut se l'imaginer, en fin de compte. Ça va être, on devra retrancher, donc on devra enlever les amortissements qu'on a passés et qui ont servi réellement à effacer des loyers. Donc, tous ceux qu'on a mis en réserve ne seront pas à imputer sur le prix de revient pour sa plus-value. Donc, en fin de compte, ça va être beaucoup moins en tout cas pour ceux qui font du financement 100% et qui ont investi spécifiquement donc, pour faire du meublé à l'amortissement, donc qui ont des frais à déduire aussi d'acquisition, seront beaucoup moins taxés que celui qui a payé cash, par exemple, ou qui a un bien où il n'y a plus de financement, qu'il a acheté il y a 20 ans et qui le bascule en meublé, bah, celui-là, il sera beaucoup plus concerné parce que là, ces amortissements vont tout de suite, en fin de compte, lui servir à absorber des loyers. Donc celui-là sera beaucoup Exactement. plus concerné. Tandis que l'investisseur qui démarre du meublé à l'amortissement avec un financement 100% sera beaucoup moins concerné
Voilà, donc c'est pas si méchant que ça. Et heureusement, parce que le point difficile, le point un peu délicat, c'est pour ceux qui vont revendre à 10-12 ans. Pourquoi? Parce que vous le savez, pour la plus-value, la décote pour la plus-value, il y a 5 ans de franchise. Hein, donc, on démarre à 36,20, c'est-à-dire 19% plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, on démarre à 36,20 de taxes sur la plus-value. Mais les 5 premières années, il y a zéro décote. Donc, pour celui qui va vendre à 10 ans, 10-12 ans, il n'aura eu que 50 décotes. Donc, ça lui fait quand même une taxe importante. Mais encore une fois, s'il a investi avec un financement 100% et des frais de notaire à déduire, celui-là sera, on va faire un exemple tout à l'heure, beaucoup moins concerné. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et alors, il faudra faire le calcul à chaque fois, mais c'est beaucoup moins. J'ai fait pas mal de simulations. C'est beaucoup moins important. Ça sera beaucoup moins important que ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est pas si méchant que ça. Autre Et élément entre qu'il faut nous, aussi ajouter, Stéphane, si je peux me permettre, ouais, c'est si c'est un bien que vous utilisez, tu parlais de biens typiques Corse ou autre, votre demeure dans le Jura, dans laquelle vous allez, maintenant, vous allez devoir faire le décompte des jours que vous passez sur place. oui, si on le loue par ailleurs Voilà, en saisonnier, etc. Oui, exactement. tout à fait. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, ça, il faut. On ne peut Ça, pas c'est une amortir la nouvelle totalité disposition. si on Ça, c'est une l'utilise nouvelle soi-même, disposition. Ça etc. Oui, n'existait bien pas le sûr. cas avant. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ça, c'est un peu plus marginal, mais enfin, bon, quand Oui, même, oui, oui, c'est effectivement quand même quelque chose de. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, alors on va y revenir, hein. On va se refaire un petit exemple tout à l'heure. Juste avant, pour le LLI, quand même quelques mots, parce que là, c'est pareil, il y a assez peu de gens qui en parlent. Si tu peux revenir sur la slide d'avant. Donc, on a quand même une nouveauté aussi, c'est le LLI, donc l'investissement locatif, donc le locatif intermédiaire. Donc, le LLI, on en avait entendu parler parce que ça avait été accordé donc uniquement aux institutionnels. Donc, les investisseurs institutionnels, on leur a créé un régime sur mesure, donc qui leur permettait surtout d'avoir une réduction de TVA. Donc, s'ils investissaient dans le logement donc locatif intermédiaire, donc ils avaient un bonus sous forme de réduction de TVA. Donc, ils n'étaient pas à 20% de TVA, mais seulement à 10%. Et puis, une exonération de la taxe foncière sur 20 ans. Bon, bah, ça, c'est quand même pas mal. Notamment sur certaines villes où les taxes foncières peuvent représenter près de 2 mois de loyer. Hein, donc, voilà, donc sur certaines villes, la taxe foncière, c'est quand même vraiment important. Donc 20 ans d'exonération de taxe foncière, c'est quand même pas mal. Donc, le LLI donc, a été accordé donc, aux particuliers, enfin, a été accordé. C'est une avocate conseil du promoteur Green City. C'est eux qui ont été précurseurs dans ce domaine. Donc, ils sont montés au créneau en disant à Bercy, mais attendez, qu'est-ce qui définit un institutionnel? Si on est une personne morale, on a droit aux mêmes avantages que les personnes morales, donc investisseurs institutionnels. Et ils ont posé la question si des particuliers en SCI, donc personnes morales, investissent sur un bien neuf, ils doivent avoir les mêmes avantages que les institutionnels. Et ça a été validé. Donc, ils ont eu leur rescrit fiscal. Donc, c'est officiel, c'est validé. Les particuliers peuvent avoir ces avantages-là, une TVA réduite à 10% et une exonération de taxe foncière de 20 ans, s'ils investissent au travers d'une SCI. Il suffit de créer une SCI, c'est la SCI qui achète, et la SCI donc, a droit à ces avantages-là. Donc, c'est les mêmes zones et c'est le même plafonnement que le Pinel, hein, c'est pareil, c'est les mêmes zones, donc A, B, c'est les mêmes plafonds de loyer, plafonds de ressources des locataires. C'est pour ça que ça avait été appelé le Pinel des institutionnels. Donc, c'est la même chose que le Pinel, sauf que, effectivement, TVA réduite à 10%, exonération de taxe foncière de 20 ans. Donc, bon, c'est pas foufou, hein, entre nous, effectivement, il n'y a pas à se rouler par terre. Mais, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a de telles affaires à faire dans le neuf en ce moment, ce qui ne sera plus le cas dans 6 mois, hein. Mais en ce moment, il y a de telles opportunités à faire sur le neuf. Les prix sont tellement fracassés sur certains secteurs
sur les fins de programme Tu sur le neuf as des que villes en particulier, Stéphane, sur le 9? ouais, toute la deuxième couronne, deuxième, troisième couronne parisienne, hein, voilà, des villes moyennes de deuxième couronne, de troisième couronne parisienne, la banlieue de Bordeaux, la banlieue de Montpellier, enfin voilà, pas intra parce que les prix sont trop élevés, mais voilà, toutes les périphéries des métropoles, que ce soit Nantes, Rennes, etc., il y a des affaires à faire en ce moment dans le neuf assez saisissantes, hein, et avec des biens à livraison rapide. Donc, euh, donc voilà, donc cumuler des offres très intéressantes sur le neuf plus le LLI, pourquoi pas? Pour ceux qui veulent faire du neuf, pourquoi pas? Hein, ça peut avoir aussi un intérêt dans la mesure où on achète moins cher. Si dans le jour où les prix du neuf seront revenus effectivement à quelque chose d'à peu près normal, ça sera moins intéressant. Mais bon, pour l'instant, on a une fenêtre de tir encore de quelques mois où ça sera intéressant. Alors, pour bien comprendre le mécanisme, tu peux nous le détailler, comment ça fonctionne Oui, je concrètement? reviens juste sur le mécanisme de plus-value parce qu'il y a aussi des choses qu'on oublie sur la plus-value. La plus-value, c'est pas la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, heureusement. On peut rajouter quand même des choses, notamment pour le meublé. C'est la même chose sur le meublé. Donc, pour calculer la plus-value, il faut rajouter deux choses. On a deux forfaits à rajouter sur la plus-value pour déterminer son prix de revient, qui n'est pas son prix d'achat, bien entendu. Donc, on a son prix d'achat, et à son prix d'achat, on peut rajouter donc un forfait représentant les frais de mutation de 7,5%. Donc, si on a acheté 100 000, ben, on a un prix de revient de 107 500. Déjà, 7,5% donc de frais de notaire, frais de mutation. Et les travaux, on peut rajouter bien sûr les travaux sur une résidence secondaire. Et si, alors les travaux sur facture d'artisan, hein, bien sûr, mais si on a fait peu de travaux, typiquement si on a fait moins de 15% de son prix d'achat de travaux, on a le droit à un forfait travaux de 15% de son prix d'achat également, quand bien même on n'a pas fait un franc de travaux. Hein, on est d'accord. Donc, par exemple, si vous avez acheté du neuf où il n'y avait pas de frais de notaire et que vous n'avez pas fait 1 € de travaux depuis 10 ans, vous avez quand même le droit de rajouter 7,5% de frais de mutation et 15% de frais de travaux. Juste pour le forfait de 15% de travaux, il faut être propriétaire depuis plus de 5 ans. Enfin, on revend rarement à moins de 5 ans de l'immobilier, ou alors c'est qu'on a un problème. Mais voilà, si vous êtes propriétaire de plus de 5 ans, en définitive, vous allez pouvoir rajouter 22,5% à votre prix d'achat, c'est-à-dire le 15% de forfait de travaux plus les 7,5%. Donc voilà, un prix d'achat à 100 000, un prix de revient à 122 500. Voilà, donc c'est ce prix de revient qui va faire la différence avec votre prix de vente pour déterminer votre plus-value. Il y a Donc on aussi se des cas rappelle de, quand même, oui, l'exonération, il y a aussi des éléments on se qui sont rappelle importants. juste vite fait des cas d'exonération. Donc la résidence principale, pas de plus-value. Si on est propriétaire depuis plus de 30 ans avec les décotes, il n'y a plus de plus-value. Les ventes de moins de 15 000 € également, il n'y a pas de plus-value. Et puis, une exception qui est peu connue, que très peu d'agents immobiliers connaissent, c'est dommage parce que ça peut vraiment vous faire des ventes, c'est lorsqu'on vend pour la première fois, ça ne marche qu'une fois, mais lorsqu'on vend une résidence secondaire ou un bien locatif et qu'on n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis 4 ans, quand bien même on a été propriétaire 10 ans avant ou 5 ans avant, hein, ce n'est pas le problème. Mais lorsqu'on n'est pas propriétaire depuis 4 ans de sa résidence principale et qu'on s'engage à acheter une résidence principale dans les 2 ans, on fait sauter la plus-value, 100%. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a beaucoup notamment de Parisiens hein, qui sont propriétaires de biens en province, mais qui sont locataires de leur résidence principale. Vu les prix à Paris, ça c'est très courant. Moi, j'en ai rencontré des milliers dans ma vie. Donc, et ça, ils ne le savent pas. Il faut le rappeler parfois à nos amis notaires qui ont tendance aussi parfois à l'oublier un peu. Et moi, j'ai fait sauter des centaines de plus-values pour mes clients, simplement en rappelant au notaire le jour de la vente, maître, vous n'êtes pas sans savoir que mon client est locataire de sa résidence principale depuis 10 ans, il veut acheter dans les 2 ans, donc merci de ne pas lui retenir sa plus-value. Et donc ça, voilà, donc ça on l'oublie et c'est dommage parce que ça peut vraiment faire des ventes, ça peut vraiment permettre de réaliser des ventes. Il ne faut pas l'oublier, hein, notamment pour ceux qui ont du meublé. On parlait tout à l'heure du meublé avec la
Donc, la plus-value qui va quand même être augmentée si on vend un bien qu'on a amorti, eh ben, dans ce cas-là, si on est locataire de sa résidence principale, en tout cas pas propriétaire de sa résidence principale, et qu'on achète dans les 2 ans, on fait sauter complètement la plus-value. Donc, bon, voilà, un petit bonus quand même là-dessus, c'est quand même pas inintéressant. Alors, on parlait des Donc, exemples, on est très concret et on va donner des chiffres. ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, vous achetez un bien que vous allez amortir, donc vous l'achetez 200 000 euros, votre prix de revient, donc c'est plus 7,5 plus 15 de 200 000, donc votre prix de revient c'est 245 000. Donc vous avez amorti, vous êtes dans une ville moyenne, donc avec un foncier de 30%, donc vous allez amortir 70% donc de votre prix d'achat, enfin de votre valeur à ce moment-là. Donc 70%, nous fait donc 140 000 de base amortissable. Donc on amortit globalement sur 30 ans, enfin aujourd'hui c'est par composant, donc c'est plus complexe que ça, mais enfin ça revient au même. Donc en gros, à 15 ans, vous avez amorti la moitié de votre base amortissable, donc vous avez amorti 70 000 euros. Donc la nouvelle base de calcul, effectivement, c'était donc 245 000 euros votre prix de revient, moins les 70 000 euros que vous avez amortis. Ça vous fait donc un prix de revient après amortissement de 175 000. Donc si vous vendez à 15 ans, ça vous fait effectivement une plus-value. À 15 ans, on est encore à 21,96 de plus-value. Donc ça vous fait une plus-value de 16 470 € précisément. Donc, mais ça, encore une fois, c'est s'il n'y a pas de financement, s'il n'y a pas eu de frais de notaire à déduire sur une nouvelle acquisition, parce qu'encore une fois, si vous avez notamment beaucoup d'intérêts d'emprunt à déduire au départ, vous allez amortir beaucoup moins. Vous allez beaucoup moins mordre dans vos amortissements. Donc, avec un crédit 100% et les frais de notaire à déduire, à 15 ans, vous aurez à peine amorti 10 000 20 000 euros. Donc, ça va être quasiment $1. Ça va vous faire une plus-value de 2 000 3 000 euros seulement. Donc, voilà, donc c'est là aussi, c'était pas clair au départ, ça a été donc précisé par l'administration fiscale. Ne seront déduits que les amortissements réellement passés et pas les amortissements stockés en réserve. C'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors c'est technique, hein, je sais que c'est pas simple à expliquer à un client. On aura assez vite des simulateurs qui vont reprendre ces éléments-là. Je connais des gens qui sont en train de travailler sur les simulateurs. Dès qu'on a des simulateurs à peu près précis, je les enverrai à Olivier qui vous les fera parvenir. Mais voilà, mais ce qu'il faut retenir surtout de ça, c'est que c'est pas bien méchant. Pour ceux qui font un financement 100%, c'est pas bien méchant. Hein, ça va pas changer grand-chose. En tout cas, ça restera, le meublé à l'amortissement restera de loin le meilleur aujourd'hui levier pour créer du patrimoine. Puis encore une fois, si on garde 20 ans, 25 ans, il n'y a quasiment plus de plus-value. Mais voilà, sur la vente à 12-15 ans, qui est un point un peu délicat, si on a bien financé, si on a bien monté son dossier, si on a été bien entouré avec de bons professionnels, ce ne sera pas si méchant que ça. Donc, ça sera sans commune mesure avec le nu, enfin voilà, le nu en zone tendue, on le sait, c'est une impasse économique. Donc le meublé restera bien plus intéressant que le nu pour neutraliser les loyers, créer du patrimoine, il n'y a pas photo. Même avec la réforme, il n'y a pas photo. Alors aujourd'hui, le DPE est revenu sur le devant de la scène avec un gouvernement qui s'implique et qui veut vraiment faire la chasse aux mauvais DPE. Vous avez dû voir ça dans la presse ce matin. Toi, comment tu peux Ouais. voir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les points passoires, s'il te plaît, Stéphane? Alors, bon, déjà, il faut arrêter de se faire peur avec ça. J'ai déjà parié plusieurs fois sur BFM, donc c'est officiel, hein, que les dates ne seront pas tenues, ou Oui. qu'il n'y aura pas de sanctions, ce qui revient exactement au même. C'est un petit peu le même principe que les ZFE. Vous avez vu que sur les ZFE, tout le monde revient en arrière. La plupart des maires se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Hein. Donc exclure les gens modestes des villes, bon, est-ce que c'est acceptable? Non. Est-ce qu'on peut sortir 5 millions de passoires thermiques du parc aujourd'hui locatif? Non. Est-ce qu'on peut sortir cette année
800 000 biens en G du parc locatif cette année 2025, bien entendu, non. Donc, il faut arrêter de se faire peur avec ça. Les dates ne seront pas tenues ou il n'y aura pas de sanctions, ce qui revient exactement au même. Donc, mais c'est vrai qu'on en parle tellement, il y a une angoisse un peu des bailleurs aujourd'hui par rapport à ça. Donc, quelques mots quand même. J'ai Même quand même au-delà, beaucoup d'angoisse, excuse-moi Stéphane, mais c'est beau ce que tu nous dis, beaucoup d'angoisse, donc d'opportunités. Ça, c'est quand mais même, bien sûr, c'est mais bien l'entrepreneur, sûr. c'est bien ça. Tu peux nous détailler ça? Mais actuellement, ouais, enfin actuellement, le truc à faire actuellement, c'est d'acheter des passoires, hein. C'est Mhm. d'acheter des G, hein. Parce qu'il n'y a pas Ouais. d'acheteurs. Il n'y a pas d'acheteurs. Il y a énormément d'offres, il n'y a pas d'acheteurs. Donc, le marché, il est à la casse. C'est les acheteurs qui font les prix actuellement des biens en G. Donc, c'est là où il faut être, hein. Moins il y a d'acheteurs, plus il y a d'opportunités. Donc, aujourd'hui, vous Exact. allez sur les sites d'annonces, vous classez tous les biens en G et vous faites votre marché. Et vous prenez les biens qui sont en G à vendre depuis 2 ans, et là c'est la fête. Donc, voilà, c'est clairement, aujourd'hui, il faut acheter du G. Parce que, de toute façon, encore une fois, les dates ne seront pas tenues, ce n'est pas possible. C'est des problèmes de riches. Donc, et on n'est pas riche de logement, hein, voilà, donc on est d'accord. Est-ce qu'il vaut mieux vivre dans une. Regardez les chambres de bonne. Les chambres de bonne des immeubles haussmanniens, avec toit zinc, c'est impossible de les sortir de passoires thermiques. C'est impossible. Mhm, mhm. Euh, donc, euh, donc voilà. Et il y en a, je ne sais plus. 60 000 à Paris. Est-ce qu'on va sortir 60 000 chambres de bonne du parc locatif cette année à Paris? Bien entendu que non. Vous savez qu'il y a, des étudiants qui dorment dans leur voiture et des étudiants qui louent des box de voitures pour dormir dedans. Est-ce qu'il vaut mieux dormir dans sa voiture ou dans une chambre de bonne pas parfaitement isolée? Bon, la question, elle est vite répondue. Mais bon, quand même, on se rappelle Mania, quand c'est même un ce vrai qui. problème sur Paris, hein, pour le DPE, c'est un vrai souci quand même. Et Non, avec mais bien sûr. l'isolation par l'extérieur, enfin, on voit bien qu'il y a des contraintes qui sont phénoménales et que parfois on n'a pas toujours en face le répondant au niveau de la législation pour Non, mais avoir bien des sûr. choses Mais très alors, concrètes. déjà, il y a quand même aussi un certain nombre d'exceptions qui sont peu connues et dont personne ne parle. Donc, quand même, on se les redit aujourd'hui entre nous. D'une part, si les travaux nécessaires à la sortie de passoire thermique font plus de 50%, nécessitent plus de 50% de la valeur. Et là, je pense notamment aux zones pas chères, aux zones rurales. Moi, je vis Mhm. dans un village du Loir-et-Cher. Il y a des maisons, des petites maisons de ville à 40 000 euros, Mhm. de 50-60 mètres carrés, qui sont en bon état. Donc, on est à même pas 1 000 euros du mètre. Donc, sur ces secteurs-là, vous achetez votre maison 40 000 euros, elle est en G, pour la mettre en D, c'est minimum 40-50 000 euros de travaux. Donc là, vous ne serez pas obligé de faire ces travaux parce que c'est beaucoup plus que 50% de la valeur. C'est-à-dire globalement, vous achetez un bien à 40 000 euros, si les travaux pour changer les fenêtres, les portes, le système de chauffage, la VMC, tout ça, vous fait plus de 20 000 euros, vous faites faire des devis, vous en avez pour 30 000, vous dites ça vaut plus de 50% de la valeur, vous continuez à louer. Vous voyez Mhm. ce que je veux dire? Donc déjà, pour les secteurs pas chers, on pourra continuer à louer. Bon, bien sûr, les immeubles classés, où là, on ne peut pas faire de travaux, de quoi que ce soit, là, la question ne se pose pas, on peut continuer à louer. Un aspect très important, c'est lorsqu'on fait face à une copropriété récalcitrante, c'est-à-dire que, notamment, on parlait des chambres de bonne, les toits zinc, si vous isolez pas le toit, ça sert à rien. Tous les travaux que vous pourrez faire, ça sert à rien. La chaleur s'évacue vers le haut, tout le monde le sait. Donc, pour un immeuble haussmannien, ce qu'il faut faire, c'est déposer le zinc, isoler, remettre le zinc. Donc, c'est des travaux très importants, très coûteux et qui dépendent surtout de la copropriété. Donc, si vous avez votre passoire et que la copropriété ne veut pas voter les travaux nécessaires à la sortie de votre logement, de sa condition de passoire, si vous avez fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire si vous avez mis un bon chauffage qui va bien, moderne, la VMC, double vitrage, vous avez fait ce qu'il fallait, mais vous êtes encore en passoire. Donc, vous pourrez également continuer à louer votre bien en F, votre bien en G. Il n'y aura qu'une chose à faire, c'est de proposer au vote
chaque année les travaux donc, nécessaires à l'isolation de la copro et compagnie. Les En travaux clair, sont on est dans refusés. l'obligation de moyens et pas dans l'obligation de résultat, quoi. Voilà, Si, tout à fait. bon, super. Heureusement qu'on ne vous reproche pas quelque chose qui ne dépend pas de votre bonne volonté à vous. Si ça dépend de la volonté de la copropriété qu'elle ne veut pas, bah, vous y êtes pour rien. Donc, vous pourrez continuer à louer. Il y aura juste à proposer tous les ans les travaux nécessaires. Donc, voilà. Donc, mais ça pourra durer des années et des années. Donc, et puis, aussi, un petit conseil en passant, ma prime rénov', oubliez ma prime rénov' pour vous, pour vos clients, c'est quand même l'enfer. C'est des dossiers qui sont quand même invraisemblablement compliqués. On touche au sublime de complexité. Ça confine à l'absurde. Un dossier ma prime rénov', j'en avais amené un jour sur le plateau de BFM. Les journalistes étaient morts de rire. Donc, on oublie ma prime rénov' déjà parce que c'est des dossiers qui sont super compliqués, mais surtout, le principal problème de ma prime rénov', c'est que pour bénéficier de ma prime rénov', il faut travailler avec des artisans RGE. Bon, les artisans RGE, il y a eu des tas d'enquêtes de fait sur. Bon, ils ne sont pas tous RGE autant qu'ils veulent bien le proclamer. Oui, alors bon, déjà, les qualifications, pourquoi pas, on n'en sait rien, mais surtout, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers que des artisans classiques. C'est-à-dire que globalement, pour quelqu'un qui gagne correctement sa vie, il va gratter 30% d'aide, ma prime rénov', mais il va payer des travaux 50% plus chers. Donc, même avec ma prime rénov', ça lui coûte plus cher. Donc, c'est absurde. C'est le système qui s'auto-alimente. Enfin, c'est le système administratif qui saute, c'est l'ogre administratif qui s'auto-alimente en quelque sorte. Mais ça crée un appel d'air et donc c'est assez malsain en fait. Non, mais c'est typiquement le type d'aides qui servent à rien et qui sont consommées par le monstre administratif. Donc, il faut l'oublier déjà pour sa santé mentale. Si l'affaire est bonne, vous n'avez pas besoin d'aide. Et de toute façon, effectivement, encore une fois, vous paierez des travaux beaucoup plus chers qu'avec des bons artisans classiques. Donc, bon, voilà, hein, on oublie, là, c'est vraiment le bon conseil aussi à donner, aussi bien pour soi que pour ses clients. Hein. Ça, c'est clair. Bon, donc si voilà, vous n'avez pas besoin de l'État, enfin toutes les aides, hein, moi j'ai toujours dit, si on peut acheter sans les aides, c'est encore mieux, que ça soit même sur mais bien sûr, mais de toute façon, une bonne affaire, on n'a pas besoin d'aide. Hein. On est d'accord. On a la même logique entrepreneuriale, ça me rassure. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, c'est pas comme si on avait besoin d'argent. Exactement. Donc, alors sinon, que faire cette année? Alors, je pense que cette année, plus que jamais, c'est vraiment l'année où il faut creuser les déficits fonciers. Justement parce que sur les passoires, il y a des coups de fusil. Sur les G, il y en a plein. Les magasins, ça part pas, c'est collé. Donc, il y a des très belles opportunités. Et on a quand même, depuis la loi Balladur donc de 93, la possibilité donc d'avoir ce régime du déficit foncier qui est quand même vachement intéressant, pas si connu que ça, pas si pratiqué que ça finalement. Donc, je pense que vraiment cette année, plus que jamais, il faut s'intéresser au déficit foncier. Donc, le déficit foncier, vous connaissez. Donc, alors, par contre, là, pour le coup, on n'est pas en location meublée, il faut être en location nue. Et effectivement, bon, on fait du déficit foncier parce qu'on va faire des travaux, bien entendu. Alors attention, tous les travaux ne passent pas en déficit foncier. Hein. Tous les travaux qui passent, c'est l'amélioration, tout ce qui est rénovation, donc électricité, plomberie, isolation, etc. Tout passe. Ce qui ne passe pas, c'est quand on agrandit, quand on crée de la surface. Si par exemple on rajoute une aile à une maison, on ne peut pas passer les travaux en déficit. L'erreur que font souvent les gens, c'est par exemple, ils aménagent les combles, mais les combles, ce n'est pas de l'habitation, c'était des combles, hein, ils ne sont pas désignés en habitation. Donc on aménage les combles et on fait passer les travaux en déficit. Non, ça ne passe pas, parce qu'on crée de la surface. Donc, mais sinon, tous les autres travaux passent. Et donc, lorsqu'on fait des travaux, l'année où on fait les travaux, on va créer un gros déficit. Et ce déficit, vous le savez, on peut en reporter 10 700 € sur ses autres revenus. Donc, si on fait 50 000 de travaux, on va pouvoir déduire 10 700 € de ses salaires, de ses autres revenus,
Donc, ce qui fait déjà une économie d'impôt qui est sympathique, qui est proportionnelle à sa tranche d'imposition, mais qui peut être pour une tranche à 30%, bah, ça fait un peu plus de 3 000 euros d'économie d'impôt, donc c'est toujours bon à prendre. Plus de 4 300 si on est à 41% de TMI, donc c'est quand même sympa sur le coup. Et puis, le surplus, donc si on fait 50 000 euros de travaux, on passe 10 000 en déficit et on a un peu moins de 40 000, donc qui vont venir en réserve. Et cette réserve, elle va effacer vos revenus fonciers, donc pendant jusqu'à son extinction et potentiellement jusqu'à 10 ans. Parce que vous savez que la réserve de déficit foncier, on a 10 ans pour l'imputer. Mais ce qui vous fait quand même potentiellement 10 ans de loyer défiscalisé. Donc déjà, une belle économie d'impôt l'année où vous faites les travaux, puis effectivement, jusqu'à 10 ans de loyer défiscalisé. Donc, Sans parler du quand même, super déficit, Stéphane. Hein. voilà, sans parler du super déficit. Alors, déjà une petite astuce que connaissent bien les professionnels, sans passer par le super déficit, on peut faire 2 fois 10 700 euros, tout simplement en se débrouillant pour avoir des travaux qui se déroulent à cheval sur 2 ans. Par exemple, si vous faites un chantier, plutôt que faire votre chantier en mai-juin ou en septembre-octobre, vous faites votre chantier en décembre-janvier. Comme ça, vous passez en décembre 2025 10 700 euros de déficit et en janvier 2026, comme c'est une année fiscale différente, vous repassez 10 700 euros de déficit sur vos revenus. Donc, vous faites coup double sur le même chantier. Bon, voilà, donc ça, c'est une petite astuce assez bien connue des professionnels. Donc, se débrouiller pour faire des travaux décembre-janvier. Ou à tout le moins, avoir des factures décembre-janvier, si on se comprend. Bon, c'est mieux que ce corresponde à la réalité. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir des factures de décembre et des factures de janvier pour pouvoir passer sur 2 exercices différents. Et sinon, alors si vous avez beaucoup de travaux, si vous achetez une ruine totale et que vous avez besoin de passer plus de déficit, donc vous pouvez saisir, et 2025 c'est la dernière année, donc le super déficit, c'est-à-dire vous pouvez doubler vous pouvez doubler les 10 700 euros, donc 21 400. Mais pour ça, donc il faut partir d'une passoire thermique, donc il faut partir d'un E, F ou G et l'amener au moins en D. Donc c'est pas, attention, c'est pas forcément ultra simple. Notamment amener un G en D, bon, voilà, il y a quand même du sport, donc il faut y aller, mais effectivement c'est un peu plus technique. Et puis surtout également, il faut monter un dossier dont dont la France a le secret, un dossier administratif donc assez croquignolesque encore. Mais bon, ça peut valoir le coup pour ceux qui ont vraiment beaucoup de travaux, surtout s'ils ne sont pas sûrs de les passer dans les 10 ans. Si vous n'êtes pas sûr de passer vos travaux dans les 10 ans, parce que ce qui n'est pas passé dans les 10 ans, c'est perdu. Donc, ce que vous ne passez pas dans les 10 ans, vous pouvez effectivement aller saisir le super déficit, donc pour passer 21 400, voire faire aussi le micmac de 2 années civiles. Donc, comme ça, vous pouvez passer 2 fois 21 400. Encore que non, parce que 2025, c'est la deuxième année. Donc, vous pouvez passer une fois 21 400, une fois 10 700 pour 2026, parce que ça ne marchera plus en 2026. Mais voilà, si vous avez un gros coup de travaux à faire, pourquoi pas le super déficit, ce qui peut vous permettre de passer l'intégralité de vos travaux dans les 10 ans. Et un petit point sur la plus-value aussi, il faut être vigilant. Oui, alors attention sur la plus-value, ça c'est le seul point négatif du déficit foncier, c'est que comme vos travaux, vous les avez déjà passés fiscalement, vous ne pouvez pas les rajouter à votre prix pour calculer justement votre plus-value, bien entendu, mais ça tombe sous le sens. On ne peut pas passer les travaux 2 fois. Vous les avez déjà imputés là, donc vous ne pouvez pas les réimputer au bout. En revanche, vous avez le droit au forfait de travaux de 15%. Ça, dans tous les cas. Donc, vous avez droit au forfait de travaux de 15%, même en locatif, etc., si vous êtes propriétaire depuis plus de 5 ans. Donc, alors, il y a, je vous ai mis le lien de mon ami Guillaume Fontenot du blog Patrimoine. Ça, c'est un simulateur qui est pas mal et qui est gratuit.
pour faire des simulations en déficit foncier. Donc vous pouvez aller sur ce site, il est gratuit, il est pas mal, et ça permet effectivement de faire des calculs pour voir quelle dose de travaux vous avez à mettre, quels travaux passent, pendant combien de temps ça vous efface vos revenus locatifs. Donc c'est pas mal et c'est gratuit. Donc, voilà. Et il est simple d'utilisation, il est gratuit, il vous sort tout de suite les tableaux, donc il est pas mal, vous pouvez l'utiliser et c'est assez intéressant. Et donc, pour finir, donc deux choses. Justement, par rapport à cette notion de déficit foncier et de plus-value, moi, c'est un conseil que j'ai souvent donné aux jeunes cadres, et je suis en train de le faire avec mon fils le plus grand, qui se posait la question de savoir d'acheter sa résidence principale. Il commence à gagner un peu sa vie, il dit, bon, j'hésite à acheter ma résidence principale. Mais c'est vrai que jeune cadre, tu as plutôt aussi envie de rester mobile parce que tu peux saisir des opportunités de job à l'autre bout de la France ou à l'étranger. Donc, d'acheter sa résidence principale quand on est jeune, bon, c'est souvent une question qu'on se pose. Et donc, ces jeunes, souvent, je commence par leur faire justement une opération en déficit foncier. Pourquoi? Parce que jeunes cadres, ils payent des impôts. Donc, déjà, en déficit foncier, bah, ils ont l'économie d'impôt de l'année où ils font les travaux. Ils ont ensuite les loyers pendant 5, 6 ans, 7 ans, complètement défiscalisés avec la réserve donc, de déficit. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'au bout de 5, 6 ans, 7 ans, quand ils se disent, bon, ben là, je suis stabilisé, je veux acheter ma résidence principale, ben, ils revendent leurs biens qu'ils ont fait en déficit foncier. Mais comme ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale depuis 4 ans, ils n'ont pas de plus-value. Bien sûr. Donc, pour des jeunes cadres qui hésitent, leur faire démarrer par un déficit foncier, c'est tout à fait approprié. Moi, je vais le faire à mon grand-fils et les deux autres, ils feront pareil, mes 3 fils. Démarrer par un déficit foncier, c'est intéressant, ça met le pied à l'étrier, tu capitalises, tu as des économies d'impôts l'année de tes travaux, tu as des loyers défiscalisés avec ta réserve, et le jour où tu vends pour t'acheter ta RP, bah, tu n'as pas de plus-value. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, si on achète bien une bonne passoire, qu'on crée de la valeur avec des travaux et qu'à la sortie, il n'y a pas de plus-value et qu'on a eu 0 € d'impôt sur ses loyers, voire même des économies d'impôt des travaux, bah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc ça, effectivement, pensez-y pour vos jeunes acquéreurs potentiels. Ça peut être une bonne idée, effectivement, de commencer par un déficit foncier avant d'acheter sa résidence principale. Et ça sera bien sûr un futur apport ensuite pour sa résidence principale. Et puis, dernière chose, on ne va pas bien sûr avoir le temps de le détailler, mais je vous ai mis en lien aussi la vidéo. Ça, c'est quand même un truc aussi qui est assez puissant. C'est comment faire 30 ans sans impôt avec un investissement. Donc ça, quand même, c'est assez puissant. Donc, j'ai mis le lien de la vidéo que j'ai fait sur BFM il y a 2 mois. C'est quand même très puissant parce que c'est vrai qu'en France, la France est un peu un enfer fiscal, hein, on est d'accord. Les frais de notaire, c'est les plus élevés d'Europe avec les Belges. La taxe foncière, elle a pris 33% en 10 ans. L'IFI, c'est unique au monde. Les revenus fonciers, on est les plus taxés au monde sur les revenus fonciers. Hein, TMI plus prélèvements sociaux à 17,2. Il n'y a pas de pays qui taxe plus les loyers que la France. La plus-value est très élevée également. Ne parlons pas de l'IFI. Donc, pour l'immobilier, la France est un peu un enfer fiscal, mais ça peut être un paradis fiscal pour ceux qui connaissent les lois, pour ceux qui se font succéder les meilleures opportunités, les meilleurs régimes. Donc, très vite, comment faire 30 ans sans impôt? Vous commencez par ce qu'on vient de voir, un déficit foncier. Vous achetez un bien quand même très dégradé. Vous faites un gros coup de travaux proportionnel au loyer que vous avez enfoncé pour 10 ans. Donc, vous faites une opération en déficit foncier pendant 10 ans. Donc, déjà, pendant 10 ans, 0 impôt. Quand vous n'avez plus de réserve, au bout de 8, 9 ans ou 10 ans maxi, vous basculez en meublé. Votre bien, vous le basculez en meublé à l'amortissement. Vous avez encore du crédit. Alors oui, il est important d'emprunter la totalité, bien sûr. Mais au bout de 10 ans, vous avez encore pas mal de crédit. Et avec vos amortissements, vous effacez encore vos loyers pendant 15 ans. Donc, voilà, on a fait 10 ans de déficit, puis 15 ans de meublé à l'amortissement sur le même bien. Hein.
Donc, on est déjà à 25 ans de loyer défiscalisé. Et pour les 5 dernières années, si par exemple vous avez des enfants qui sont étudiants et que c'est vous qui payez, hein, bien sûr, hein, les pensions, pour qu'ils se nourrissent, etc. Donc, plutôt que de verser des pensions à vos enfants, qui sont sur de l'argent qui a déjà été fiscalisé, vous leur faites un transfert de vos loyers pendant 5 ans. Le terme technique, c'est une donation temporaire d'usufruit. Donc, vous leur transférez les loyers pendant 5 ans et vous économisez surtout la pension que vous leur donnez. Parce que vos enfants, ils n'ont pas d'impôt sur les loyers. Et vous économisez les 700, 800 euros que vous leur donnez de pension que vous ne leur donnez plus. Donc, vous faites des économies aussi considérables. Et donc, ce qui vous permet de faire 30 ans sans impôt. Et au bout de 30 ans, vous vendez, vous n'avez pas de plus-value, puisqu'au bout de 30 ans, avec tes décotes, vous êtes complètement exonéré de plus-value. Donc, sur un bien que vous avez acheté 200 000, qui va valoir 300 000 au bout de 30 ans, bah, vous avez créé 300 000 de capital, vous avez encaissé plus de 300 000 euros de loyer net sans impôt. Bon, bah, on est pas mal, hein. Et vous sortez avec zéro de plus-value. Donc, on est pas mal. Donc, je le détaille, ça, sur la vidéo que vous avez en lien ici, qui est sur ma chaîne YouTube, avec des calculs, un exemple, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça, parce que c'est quand même assez puissant. Oui, monsieur, l'immobilier, la France est un enfer fiscal. Mais moi, je sais faire 30 ans sans impôt. Avec un investissement, je sais faire 30 ans sans impôt. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle? Ouais, c'est exceptionnel, vraiment, c'est des Et super conseils que tu nous donnes, Stéphane. Et je le dis, hein, avec plaisir. Stéphane, il peut vous donner plein de conseils sur plein de choses. Et il est ici à disposition pour toutes les formations en loi Allure. Il connaît super bien Oui, son sujet. Il a la passion de transmettre. Et il va au bout des tout choses. à fait. Vous allez vraiment bénéficier de son expertise. N'hésitez pas à prendre attache avec lui. Oui, n'hésitez pas à Vous faire allez... appel à moi pour vos formations obligatoires, Ouais, hein, d'agent ouais, ouais. immobilier, etc. J'ai prise en charge OPCO, etc. Donc, avec prise en charge par vos cotisations au 1% formation, hein, donc classique. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je monte des formations, bon, tournées bien sûr vers l'investisseur, mais je me déplace en agence. Hein, je peux le faire dans vos agences à partir de 5 personnes. Voilà. Hein, et donc, n'hésitez pas à faire appel à moi avec plaisir pour effectivement venir animer des formations chez vous. Ah, est-ce qu'il y a des personnes qui ont... Merci infiniment, Stéphane. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des Avec plaisir. questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des questions dans l'assistance? N'hésitez pas, hein. C'est la première question qui est toujours la plus compliquée. Moi j'ai une petite question, là, je vois qui arrive. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du Airbnb? Parce que là, on voit ils sont pris à la tête et c'est un peu la guillotine pour Airbnb en France. Premier pays mondial du tourisme, on a l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient pris au jeu d'une certaine manière, aussi bien en ville que dans des Mm. zones rurales. Et on voit que maintenant, Mm. c'est un peu la corde au cou quand même. Je pense que ça va être la fin du Airbnb, en tout cas un très gros frein du Airbnb dans les zones tendues, c'est clair. Dans les métropoles, c'est clair. Dans les zones touristiques, non, puisque c'est la vocation. À la campagne, non plus, parce qu'ils ne sont pas concernés. Donc, c'est la fin du Airbnb dans les zones tendues. Mais de toute façon, enfin, c'est fait pour ça. Parce que c'est vrai que le Airbnb, ça fait sortir plein de logements du parc de location à l'année. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est vrai. Donc, bon, bah, la loi, elle est faite pour ça. Hein. Elle est faite pour que à Paris, à Lyon, à Bordeaux, Il y a aussi la concurrence par rapport et aux hôtels quand même, qui n'est pas la même. oui, il y a un gros lobbying hôtelier, bien sûr, pour pousser là-dessus. Mais c'est vrai que bon, Madame Le Meur et puis notre ami Pays Basque. du Pays Basque, c'est vrai que les administrés, notamment dans le Pays Basque, hein, disaient, mais nous, les jeunes, notamment, Plus disaient, loger, on mais peut nous, plus loger. on n'a rien à louer, quoi. Bayonne, Mm, Biarritz, etc. Il n'y a rien à louer à l'année. mm, Parce qu'effectivement, louer un Airbnb, ça te rapporte 2, 3 fois plus que de louer à l'année. Donc, bah, les mecs, ils sont pas. Alors là, il faut relativiser aussi. Hein. C'est vrai que le Airbnb, ça rapporte beaucoup plus, mais quand on s'en occupe soi-même, si on fait appel à des conciergeries, etc., c'est pas la même limonade. Et puis, on loue pas non plus 100% du temps. Donc, mais si on s'occupe, si on fait soi-même les entrées, les sorties, le ménage, le linge et compagnie, ça rapporte beaucoup plus. Donc, bon, Et voilà, vous il serez sûr fallait. d'avoir vos 5 étoiles. C'est surtout ça aussi. Quand vous le Ouais. faites vous-même, c'est pas la même Mais c'est, limonade, enfin, comme tu dis, vis-à-vis du client. C'est ce qu'il veut, le client. Il va être en Le contact. Airbnb est aussi, c'est vrai que le Airbnb est aussi une victime collatérale du manque de logement en France.
Parce que si on avait un parc locatif fluide, normal, le Airbnb ne poserait pas de problème. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une telle tension locative, et notamment depuis 7 ans, avec tous les efforts qui ont été faits pour détourner les Français de l'immobilier, notamment de l'investissement locatif. Bon, bah, ça a marché, hein, ça marche. Hein. Il y a moins 50%, moins 55% d'offres locatives depuis entre 2022 et aujourd'hui, je crois. Hein. Donc c'est Oui, énorme. Donc, on on a une n'a pas le pénurie président locative qui est énorme. le plus pro immobilier qu'on ait connu. On va être d'accord là-dessus. Non, non, ça c'est clair. Mais ceci dit, c'était pas caché. Hein. Il avait je dirais, au moins l'honnêteté de le dire dès le départ. C'était pas un plan caché. Hein. Il voulait détourner les Français de l'immobilier pour qu'ils aillent en bourse, sur les startups, le PER, etc. Bon, et ça a marché. Hein. Le PER est un grand succès. Bon, voilà. Mais voilà, le parc locatif explose, mais le PER est un grand succès. Bon, c'est une question de choix, hein. Mais voilà, non, c'est pas la fin du Airbnb, c'est la fin du Airbnb en zone tendue, dans les métropoles. Ça par contre, c'est clair. Merci Stéphane. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de terminer cette session qui a duré un peu plus longtemps que prévu parce que Stéphane avait beaucoup de choses à nous partager. Allez-y, prenez la parole. Vous pouvez dans le chat ou vous pouvez tout simplement vous manifester. N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui est pas clair ou si vous voulez apporter votre point de vue et discuter avec Stéphane directement, c'est possible. Oui, On je va... vois une question aussi je vois aussi une question de est-ce qu'il y a une mesure de défiscalisation dans les tuyaux type cellier, Pinel, etc. Donc, non. Enfin, il y a le serpent de mer du statut du bailleur privé, puisque la ministre Valérie Létard a annoncé qu'il travaillait, enfin en tout cas elle a nommé un collège d'experts pour réfléchir au statut du bailleur privé. Est-ce que ça verra le jour? On n'en sait rien. Est-ce que ce sera vraiment intéressant? Je n'en sais rien. Nous verrons. Ils doivent rendre leur conclusion en fin juin. Je vois venir gros comme une maison que ça pourra peut-être voir le jour, mais il y aura des plafonds de loyer, des plafonds de ressources, etc. Plafonds de loyer qui seront certainement bas, etc. Donc, on va aller à peu près assurément vers un truc type social. On verra. Ce qui est sûr, c'est que l'État français n'a pas les moyens de baisser les impôts sur les revenus fonciers. Les revenus fonciers, ça rapporte plus de 9 milliards d'euros d'impôts. Hein. 9 milliards. Hein. Rien que les revenus fonciers. Hein. Nus. Hein. Je ne parle même pas des revenus meublés, etc. Les revenus fonciers, c'est 9 milliards d'euros donc de rentrée fiscale pour l'État. Est-ce qu'ils peuvent en enlever 1, 2 ou 3 ou 4 milliards? Je vous laisse répondre à la question. Je ne pense pas. Donc, est-ce qu'il y aura effectivement un statut du bailleur privé? Sans doute. Est-ce qu'il sera intéressant? Nous verrons. J'ai quelques doutes quand même, hein, pour qu'il soit vraiment intéressant, parce que ça voudrait dire que l'État se priverait quand même de milliards qu'il n'a pas, hein, aujourd'hui. Donc, bon, je suis quand même assez... bon, voilà. Oui, je vois une autre question. La réintégration des amortissements n'est pas valable effectivement pour les résidences seniors et étudiants. C'est vrai, c'est vrai. Les résidences services seniors et étudiants ne sont pas concernés. Les EHPAD aussi, c'est vrai. Les résidences services ne sont pas concernés. Enfin, entre nous, en résidence service, la plus-value, c'est quand même exceptionnel, hein, pour pas dire c'est jamais. Donc, bon, voilà. Voilà. Effectivement, les résidences services, seniors et étudiants ne sont pas concernés. Qu'est-ce que toi tu penses Là, on a une question de quelqu'un qui veut avoir plus d'informations sur investir, rénover pour de la colocation d'étudiants. Oui, c'est bien, c'est bien. La colocation, c'est bien. Ça demande du boulot aussi. Hein. Il y a du boulot, il y a du turnover. Attention, la colocation, souvent, c'est utilisé à tort pour contourner les plafonds de loyer, notamment à Paris, dans les métropoles. Ça ne marche pas. Hein. En colocation, on ne peut pas louer plus cher que si l'appartement était loué à une seule famille.
Donc, on est obligé de diviser, on est obligé de tenir compte des plafonds de loyer, y compris en louant à la chambre. Et il faut juste faire attention aussi à ce que le marché ne soit pas saturé en colocation. Parce que j'ai constaté qu'il y avait des marchés qui saturaient parce qu'il y en a trop. À un moment donné, si vous allez voir, même en région parisienne, vous allez voir à Évry, vous allez voir à Cergy-Pontoise, vous avez des dizaines de colocations qui sont vides, qui sont où il y a 3-4 chambres de libre sur 5. Au mois de mars, c'est compliqué. Donc attention, il y a des marchés qui saturent. Il y a eu un effet de mode un peu sur la colocation. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont allés vers des secteurs pas chers, comme Évry. Ils sont allés acheter des T5 dans des bars des années 70 où personne en voulait. Et donc, tu prends ton 100 mètres carrés, tu fais 5 chambres. En théorie, tu loues 500 € la chambre. Mais en pratique, comme tu en as 200 dans la ville d'Évry, tu en as la moitié qui sont vides. Donc, attention aux colocations. Il faut sonder le marché. Il faut regarder quelle est l'offre sur le marché. Notamment pour ça, ce qui est pratique, c'est si vous allez sur le Bon Coin, vous avez une case colocation. Donc, allez sur le Bon Coin, mettez colocation dans la ville où vous avez un projet de coloc et vous regardez ce qu'il y a. Si vous avez des colocs qui sont vides au mois de février, n'y allez pas. Ça veut dire que le marché il est pourri. C'est ça que le marché il est saturé. Mais maintenant, effectivement, oui, ça permet de louer plus cher. Et à des étudiants, ça peut être pas mal. Ça ne correspond pas à tous les locataires. Il y a des locataires qui ne veulent pas partager des espaces intimes, etc. Mais voilà, il y a un côté aussi sympa. Si l'appart est sympa, un peu déco, un peu quand même avec des surfaces de vie qui ne soient pas rikiki, ça peut être sympa et ça peut être tout à fait rentable. Donc oui, mais attention à ce que le marché ne soit pas saturé. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu vois arriver là en termes de mesures de défiscalisation? Parce que on n'a pas été gâtés, on est arrivé à échéance pour nombreuses mesures qui avaient déjà été mises en place. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres choses qui va un peu pérenniser ou arriver à supplanter peut-être le cellier ou le Pinel? Comment tu vois les choses? Je m'attends à rien, comme ça je suis pas déçu. C'est une question, hein. Moi, je pense qu'on n'aura rien Oui, non plus, mais comme la question a été posée, je pense qu'ils sont pas oui, trop, ils sont pas trop là-dedans. Ils l'auraient déjà fait, hein, s'ils avaient, voilà. oui. C'est bon, on verra le statut du bailleur privé, même si j'en espère pas grand-chose. Il y aura certainement un bonus pour le neuf, pour ceux qui investissent en neuf avec le statut du bailleur privé. Mais encore une fois, l'État ne peut pas se passer des 9 milliards de rentrées sur les revenus fonciers, donc faut pas se faire d'illusions. Donc bon, voilà. Maintenant, il faut se rappeler aussi de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a mis depuis la loi Ménieri, Périssol, Quilles, pourquoi est-ce qu'on met des lois depuis 30 ans pour que les particuliers investissent sur l'immobilier neuf? C'est parce que les institutionnels sont complètement partis depuis le début des années 90. Les institutionnels ont vendu plus d'1 million de logements. Depuis, notamment à partir ils sont tous partis à partir de la loi du bail de 89. Moi, j'ai livré pour le groupe GAN, j'ai loué pour le groupe GAN en 92-93 des résidences à Paris, rue des Bellefeuilles notamment, et Dixième. et dans le 15e. Et les responsables à l'époque du groupe GAN m'avaient dit, profitez-en, c'est les derniers que vous voyez. C'est Mmh. terminé. Mmh. On se part du logement et ce qu'on a, on va le vendre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont vendu 1 million de logements, les institutionnels. On avait beaucoup de nos parents qui étaient logés par le GAN, Et les fameux zinzins, les euh, zinzins. Ouais. les zinzins, voilà, donc, Ouais, ouais, qui ouais. étaient loués par l'UAP ou le GAN. Aucun de nos enfants n'est logé par AXA ou Alliance. Aucun. Mmh. Ils ont complètement disparu du marché, ce qui a déséquilibré considérablement le marché. Et c'est pour ça qu'on a dû mettre en place des lois pour soutenir effectivement l'investissement locatif. Donc maintenant, on a une pénurie qui est peut-être plus grave que celle qu'on ait jamais vue. Bon, il n'y a toujours pas de nouvelle incitation. On verra. On verra. Ce qui est sûr, c'est que faut rien attendre effectivement de Macron qui a vraiment une dent contre l'immobilier. C'est un banquier, donc pour lui l'immobilier c'est pour les ploucs. Donc tant que Macron sera là, on n'aura rien. On verra après.
Donc, le statut de bailleur privé, on verra, mais j'y crois pas beaucoup, mais nous verrons après ce qui se dessine. Mais n'attendons rien. Hein. De toute façon, encore une fois, il y a plein de choses à faire quand même. Notamment, l'objectif de tout investisseur en immobilier locatif, c'est d'arriver à neutraliser les loyers. C'est ça l'exercice principal. Et il y a des moyens pour les neutraliser. Il y a les travaux, il y a les intérêts d'emprunt, il y a les amortissements. Donc, il y a dans l'arsenal juridique fiscal moyen de faire de très bonnes opérations aujourd'hui au périmètre qu'on connaît. Donc, juste fais-le. Voilà, faisons ça déjà. Et puis, on verra si demain, il y a des nouveautés qui peuvent être intéressantes. Mais il y a des choses très intéressantes à faire, notamment en ce moment, sur les passoires fiscales. Donc, occupons-nous de ça. N'attendons rien de personne. Et avançons sur des thématiques qui sont au cœur de l'actualité. Sinon, une autre thématique qui intéresse aussi nos auditeurs, c'est sur les assurances de loyers impayés. On a Xavier de l'Estan qui nous dit sans franchise de préférence, les plus sérieuses. Comment tu analyses, toi, le sujet pour des conseils sur les assurances de loyers impayés? Oui, c'est très bien. Et puis, de toute façon, c'est déductible aussi. Donc, en fin de compte, on paye 2,5, 3, et puis effectivement, en fin de compte, ça coûte même pas la moitié, puisqu'on les déduit aussi de ses revenus fonciers. Donc, le vrai coût, c'est à peine 1,5%. Donc, pour 1,5% sécuriser ses loyers, c'est quand même super. Il y a beaucoup d'assurances loyers impayés où il n'y a pas de franchise. Donc, ça, c'est bien. Il faut bien sûr privilégier celle-ci. Alors, attention, il n'y a pas de franchise, mais il y a quand même des délais. C'est-à-dire que vous êtes payé dès le premier euro d'impayé, mais parfois, c'est au bout de 3-4 mois que vous les touchez. Donc, attention. Maintenant, il y a certains groupes comme Foncia, comme Loca Gestion, qui avancent. Ou d'autres administrateurs de biens qui avancent les frais des assurances. C'est-à-dire qui décaissent sur leurs fonds propres dès que vous avez un impayé. Donc ça, c'est quand même pas mal. Là, ça vous permet d'avoir tous les mois votre loyer, quoi qu'il se passe, que votre locataire paye, ne paye pas, vous êtes assuré, et même avant que l'assurance vous paye, l'administrateur de biens vous avance vos loyers sur ses fonds propres. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet de jamais avoir de trou, de trésor. Donc ça, c'est pas mal du tout. Sur la LLI, Stéphane, la SCI, elle peut être à l'IS pour amortir? C'est une question de Guillaume de la Selle. Oui. Elle peut être à l'IR, à l'IS, peu importe. Du moment que c'est une personne morale, il n'y a pas de souci. Effectivement, IS, ça marche. Et on peut amortir effectivement à l'IS. Bon, par contre, à l'IS, attention, on ne revend jamais. Là, pour le coup, c'est le gros problème de la SCI à l'IS, c'est que c'est le meilleur système pour effacer les loyers, pour neutraliser les loyers. Par contre, il faut oublier le capital. Parce que le jour où on revend, on se fait ouvrir le ventre par la plus-value. Et là, pour le coup, il n'y a pas de déconne. C'est même l'inverse. Plus on attend, plus on est taxé. Donc, c'est bien si on n'a pas d'enfants. Moi, je le conseille notamment à des investisseurs qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de problème de transmission et qui sont sûrs de jamais vendre. Donc, c'est bien si vous n'avez pas d'enfants ou si vous n'aimez pas vos enfants. Si vous voulez déshériter vos enfants au profit de l'État, faites des SCI à l'IS, c'est pas mal. Oui, la SCI, c'est quand même la transmission par excellence. On ne peut pas tout avoir, quoi. Soit on gagne d'un côté, soit de l'autre. C'est l'un ou l'autre, quoi. On le voit assez régulièrement. Tu penses que quand même, là, pour terminer, parce qu'on voit que ça a été l'hécatombe sur le neuf, tu dis qu'il y avait de grosses opportunités sur des biens en neuf. Est-ce que tu penses qu'il y a une mesure fiscale qui pourrait arriver? Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de faillites dans ce domaine-là sur des promoteurs. Là, ils font, en fin de compte, faut se dire les choses telles qu'elles sont. Ils font un peu un pari. L'État, ils font un peu le pari de dire, mais les incitations fiscales, ça crée de la demande, ça développait de l'offre, mais ça augmentait les prix. Donc, ils veulent tester le fait de voir si, sans avantages fiscaux, ça fait baisser les prix. Et ce qui n'est pas impossible, ce qui est même probable, entre guillemets, parce que globalement, sur un programme neuf, il y avait la moitié qui était vendue en résidence principale, la moitié aux investisseurs. Là, il n'y a plus d'investisseurs. Et le LLI, ça va être à la marge. Donc, il y aura 2 fois moins d'acheteurs. Donc, 2 fois moins d'acheteurs, ça veut dire effectivement moins de pression à l'achat. Donc, ça voudra dire moins de pression sur les fonciers, notamment. Donc, les gens, aujourd'hui, c'est vrai,
les promoteurs achètent le foncier aujourd'hui beaucoup moins cher qu'il y a 2 ans. C'est vrai. Hein, ça, c'est pas, c'est un fait. Tous les promoteurs te le diront et nous le disent. Donc, c'est le pari qu'ils font, de se dire, s'il n'y a plus d'incitation, les prix du foncier vont baisser, donc le prix final va aussi baisser. On verra. On verra s'ils gagnent ce pari-là. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, on a besoin de 500 000 logements neufs par an, on n'en a même pas la moitié. Donc, on va vivre un embouteillage extraordinairement compliqué. Hein. Donc, bon. On est en plein jeu macro. On est en plein jeu macro, alors, du coup, Stéphane. Hein. Oui, c'est un pari qu'ils font et qui sera peut-être en partie gagné. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va faire baisser les prix. Hein. Et actuellement, on le voit d'ailleurs actuellement, hein, les prix ont baissé, alors y compris parce que les promoteurs sont à l'agonie. Et donc, sur les programmes qui sont lancés, sur lesquels ils sont titrés, où ils ont la GFA, ils doivent vendre. Ils n'ont pas le choix, même à perte. Et aujourd'hui, il y a des ventes à perte des promoteurs pour boucler l'opération. Pour rentrer quand même des sous. Hein, donc, il y a des ventes à perte aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce que je disais en introduction, regardez le neuf là en ce moment. Parce que dans 6-7 mois, ce sera fini. Les ventes des programmes en cours seront terminées. Il n'y en aura pas de nouveaux ou beaucoup moins. Donc, les opportunités, la fenêtre de tir, elle est maintenant pour le neuf. D'accord. Et dans 6 mois, ça sera fini. On sera sur de nouvelles opérations avec des équilibres financiers qui seront différents. Et donc voilà, mais certainement, effectivement, des prix un peu moins élevés que le pic qu'on a connu des prix dans le neuf d'il y a 2-3 ans. Hein, ça, c'est à peu près sûr. On a une dernière remarque de Eric Claude Pierre qui nous dit le problème est la disparité entre IMO rendement, 4,5% avant impôt, puis placement FI, un fonds structuré en assurance vie à 9% avant impôt. Oui, c'est vrai. Alors attention maintenant, quand on compare l'immobilier avec des produits financiers, il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est le rendement plus l'inflation, quand même. Hein, parce que quand on compare, notamment avec une assurance vie, j'ai encore un client qui me disait l'autre jour, ouais, mais moi, regardez, l'immobilier, ça me rapporte du 4%, mais sur mon assurance vie aussi, je fais du 4% et je n'ai pas les emmerdes. Oui, c'est vrai. Mais votre assurance vie, c'est 4%, dont l'inflation. L'immobilier, c'est 4% plus l'inflation. Parce que l'immobilier prend l'inflation. Votre capital, votre patrimoine immobilier prend l'inflation. Donc, c'est 4% plus 2 ou 3 d'inflation. Donc, c'est comme ça qu'il faut considérer et comparer l'immobilier avec d'autres types de placements. Parce qu'une assurance vie qui fait déjà du 4%, c'est beaucoup, il y en a pas du fonds euro qui font du 4%, mais une assurance vie qui fait du 3%, dont 2% d'inflation, en fin de compte, elle fait du 1%, on est d'accord. Donc, mais l'immobilier, vous faites du 4% plus 2 ou 3% d'inflation, donc en réalité, vous faites du 6 et quelques pourcents. Donc, il faut bien effectivement considérer les deux. Et l'immobilier a toujours pris l'inflation. Hein, sur des périodes de au moins de 10 ans, il n'y a pas de décennie où l'immobilier en France n'est pas pris l'inflation. Même si on prend la pire décennie 91-2001, avec la crise de 91 à 94, où l'immobilier a beaucoup souffert, où l'immobilier parisien avait baissé jusqu'à 40% de prix. Hein. Donc pour les vieux comme moi qui se rappellent de cette période. Non, les sages, les sages, mon cher Stéphane. Ouais, les sages, ouais, c'est ça. Donc même si on considère la pire décennie en France pour l'immobilier 91-2001, l'immobilier a pris l'inflation. Et depuis 20 ans, l'immobilier a pris beaucoup plus que l'inflation. Mais même si on considère simplement l'inflation, donc voilà, immobilier, c'est rendement plus inflation. Il ne faut jamais oublier de considérer ça. Ce n'est pas juste le rendement, c'est rendement plus inflation. Si on compare avec des produits type les produits financiers. Ouais. Super. Bon, ben on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on a répondu à beaucoup des interrogations et on a surtout éclairci et on a donné des pistes. Et vous savez, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, avec Stéphane, il est toujours à moitié plein et ça, c'est sympa parce que même dans un contexte un peu compliqué, vous voyez qu'il y a des solutions. Allez sur sa chaîne YouTube, il y a plein de pépites.
Voilà. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec lui si vous avez des informations, comme je disais tout à l'heure. Je vous remercie infiniment. Je remercie toute l'audience. Je remercie Stéphane pour son temps. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Ouais, Bonne fin de salut Stéphane. journée. Salut Stéphane. Merci à Ciao. toi. Au Ciao, revoir. ciao. Merci. Bye bye. Salut Olivier. Ciao. Salut.